Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 2 novembre 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Je vais vous lire ici un petit extrait où il est question de Marc Bloch, cet universitaire, dis-je, résistant qui a été exécuté par les nazis en juin 1944 et qui a écrit un livre remarquable, Une étrange défaite, qui explique comment la France, en fait, comment les élites françaises se sont couchées. Les élites veulent toujours bien être des élites, mais bien souvent, elles oublient qu'elles ont une responsabilité beaucoup plus grande que le reste de la population. Et ce matin, je me faisais une réflexion au sujet de la France, pays que j'aime profondément, et d'autant plus que les indépendantistes québécois, les métis québécois, même, outre un catholicisme exacerbé parce qu'il n'y a que les métis pour être de fervents catholiques, on expliquera ça une autre fois, eh bien, avons la nostalgie de la mère patrie, une nostalgie indicible, et également un sentiment d'étrangeté. Combien de Québécois n'ont-ils pas fait cette étonnante découverte de découvrir qu'ils se sentaient plus à l'aise dans les rues de Londres ou sur la côte est américaine, même s'ils ne parlent pas anglais, que dans les rues de Paris ou encore dans le sud-ouest ou dans le sud de la France, qui est d'une étrangeté absolue. J'ai raconté ailleurs, sans doute, que lors de ce très court voyage que j'ai fait à Marseille, il y a déjà pas mal d'années, eh bien, j'étais traversé de toutes parts par des forces telluriques, par des sédiments accumulés. La, la cité des Phocéens, avec la Méditerranée qui s'ouvre sur la terre entière, en quelque sorte. Eh bien, pour un Nord-Américain, Québécois, même métissé, c'est quasiment une épreuve. C'est quasiment une épreuve tellement nous ressentons cet inconscient collectif avec ses strates ajoutées les unes aux autres. Et c'est comme si nous basculons immédiatement dans un monde qui nous est presque incompréhensible, à nous dont l'inconscient collectif est peuplé d'Amérindiens et d'Anglais, naturellement. Mais les Anglais, leur trace, outre anthropologique, n'est pas si importante que ça. Ce qui nous rentre dans le corps, comme tous les peuples en ce moment, c'est l'américanisme, l'American way of life. Alors donc je ressongeais à cette histoire de notre commune, France-Québec. Et les Français ont connu des défaites, évidemment, dans leur histoire, mais nous n'avons connu que des défaites. Et ils ont connu une défaite importante, les Français, l'occupation allemande. Hitler dans Paris. Ce n'est pas rien. Mais grâce au génie stratégique de De Gaulle, qui a été invité à la table des vainqueurs par Staline, Staline avait besoin de renforts pour pouvoir tenir tête à la puissance américaine, à la puissance anglaise, vraie victorieuse, réelle victorieuse de cette guerre-là. Eh bien, Staline avait invité les Français à la table des vainqueurs, même si au fond, ils ne méritaient pas d'y être. Cette défaite-là n'a jamais été assimilée, les élites françaises n'ont jamais pris acte de cette importante défaite grâce au génie politique et de Staline et de De Gaulle. Mais nous, Québécois, qui avons cette longue et ardue expérience des défaites multiples, successives, interminables. Vous ne pouvez pas imaginer l'histoire, français, européen, combien il est difficile de vivre en ce pays. Et pas juste au niveau météorologique, pas juste au niveau de la... Outre la beauté de la nature, les villes sont laides, elles sont l'objet d'un massacre. Il y a un véritable urbanicide à l'œuvre. Ah, c'est l'Amérique. L'Amérique dans toute sa laideur, disons-le. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est difficile de vivre en territoire annexé. Et on en fait l'expérience sans arrêt, tous les points de vue sur le plan intellectuel. Il y a peu,
nous recevions une amie parisienne chez nous et qui nous expliquait les bienfaits du Canada, qu'au fond, que c'était pas les Anglais qui nous avaient vaincus, mais plutôt les Français qui nous avaient abandonnés. Alors ça, on l'a entendu. Si vous saviez comment l'Anglais protecteur nous a expliqué qu'au fond, il avait tellement à cœur notre bien commun et qu'au fond, nous avions été abandonnés par la mère patrie, cette mère indigne qui nous avait laissés entre les mains d'une autre mère, d'une mère marâtre, d'une mère toute puissante, la reine, le God. Ouais, le God, ouais. La reine, the Queen. Beau lapsus, hein? On imaginait bien l'objet qu'on nous enfonçait. Là. Bon. D'accord, d'accord. Alors donc, je repensais à ces Français que j'aime tant, qui n'ont jamais réalisé cette défaite-là de 1940, que les élites ont tout fait pour cacher, et qui se retrouvent aujourd'hui dans une Europe où c'est l'Allemagne qui triomphe, qui elle a bien pris la mesure de sa défaite historique. Et sans faire de bruit, sans déclaration tonitruante, et là on a affaire à une autre figure maternelle, Angela Merkel, eh bien elle est devenue cette Allemagne-là, la maîtresse de l'Europe. Et elle compte bien le rester. Et elle compte bien dicter ses conditions, son mode d'être, son mode de fonctionnement. Un mode tristounet, un mode où le travail occupe une place centrale. J'allais quasiment dire une morale d'esclave. C'est assez curieux, après avoir défendu une idée de surhumanité, eh bien, on s'approche du règne de la fourmi industrieuse, travaille pas assez. Hein? Voilà. Alors, les Français ont bien cru, en créant l'Union européenne, que moralement, ils étaient justifiés d'en être les maîtres. Les Allemands n'ont rien dit et subrepticement en sont devenus les authentiques maîtres. Et maintenant, ça marche au rythme de l'Allemagne. Et là, partout, évidemment, le souverainisme est combattu parce que l'Union européenne, chaque pays membre de l'Union européenne a dû se défaire d'une partie de sa souveraineté. Et le mot souveraineté, maintenant, est un mot ringard, un mot désuet, dont nous, indépendantistes québécois, dont nous, ex-souverainistes québécois, faisons les frais. Alors, je vais vous lire un passage tiré de ceci, qui a un certain lien, parce que parfois, je pense qu'il faut écrire dans un état d'urgence. Et c'est ce que nous explique ici Jorge Semprún dans Le métier d'homme. Husserl, Bloch, Orwell, morale de résistance. Je vais vous lire un tout petit passage, la nécessité d'écrire en état d'urgence. Mais je vous invite évidemment à lire le livre, mais vous pouvez écouter la série de conférences dont ce livre est tiré, qu'on peut trouver sur Google. Vous savez comment ça fonctionne. Alors lui, ce qu'il dit, Semprún, c'est que les 3 livres les plus importants, donc, sur la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est L'étrange défaite de Marc Bloch, À l'échelle humaine de Léon Blum, et À travers nos désastres de Jacques Maritain. À mon avis, le plus pertinent, le plus percutant, le plus beau des 3, c'est L'étrange défaite de Marc Bloch. Parce que là, nous avons un ton, un style. Un style qui n'est pas du grand style dans le sens de la prose, mais qui est d'une efficacité incroyable. Tous les ingrédients d'un grand livre sont réunis. La colère et l'amour, l'analyse lucide et les envolées contre les élites qui ont échoué à conduire la France, la défense des victimes de cet échec du peuple et des soldats de France. Nous avons un livre qui est construit sur 3 niveaux, comme s'il contenait 3 niveaux de réflexion. Un livre écrit très vite, en à peu près 2 mois, de juillet à septembre 1940. Une fois fini, il a été laissé de côté, enterré, impubliable à l'époque. Ce manuscrit a connu de nombreuses vicissitudes, puis il a fini par être sauvé et publié après-guerre.
Mais c'est avant tout un livre qu'il a écrit d'une certaine façon pour prendre acte avec l'histoire et avec lui-même, Marc Bloch. Après ça, il a plongé dans la vie universitaire et dans la résistance de plus en plus active qui a dévoré toute sa vie jusqu'à son arrestation par la Gestapo et son exécution en juin 1940. C'est un livre construit, donc, je vous le disais, sur 3 niveaux. Le premier est le plus simple et le plus immédiat. Présentation du témoin. La première partie, et c'est vraiment le témoin, l'officier, sa vie dans les états-majors, les absurdités. Parfois, on se croirait dans Courteline. Dans les méandres, les incapacités, les sottises bureaucratiques de cette armée qui fait la guerre de 14-18, 39, 40, etc. La deuxième, c'est la déposition d'un vaincu, où l'analyse dépasse la vision intime, personnelle, des événements, pour faire une première tentative de globalisation sur la défaite, en mettant en cause ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu apprendre. Il écrit son document, en revanche, en reconstruisant dans sa mémoire tous les événements. Et ce n'est pas un travail d'historien proprement dit, c'est le travail d'un grand historien, mais qui fait un travail d'écrivain, de témoin. Il reconstruit l'échec de l'armée, l'arriération de la pensée militaire stratégique française, la place des vieillards dans tous les échelons du commandement, etc. Et le troisième niveau, qui est sans doute pour moi le plus émouvant et le plus fort, s'appelle Examen de conscience d'un Français. On y aborde les questions de la société française. Pourquoi a-t-elle été battue si étrangement? Pourquoi s'est-elle effondrée si vite? Quels sont les points de corruption de la société? Quels sont les points où les élites n'ont pas joué leur rôle? Quels sont les points où les syndicats n'ont pas joué déjà avant leur rôle? Il fait une allusion en pensant à cela, mais on pourrait sans doute développer ça dans sa pensée. Quel est le rôle de la démoralisation? Quel est le rôle de la démoralisation qu'a pu jouer l'attitude des communistes et en général de certains dirigeants ouvriers après le pacte dans cette guerre? On parle le pacte germano-soviétique, qui a donné du temps à Hitler pour fabriquer, pour enfin améliorer son armée et qui a donné du temps à Staline pour pouvoir préparer la sienne. On connaît le désarroi des communistes français en particulier, lors de cette incroyable trahison qui, au fond, a miné, je pense, de l'intérieur, une bonne partie de l'intelligentsia généreuse de la gauche, outre aussi l'abandon de la République espagnole. Il y a toute une analyse de la société qui est d'une extraordinaire richesse. Je vous donne 2 exemples seulement, moi je ne vous les donnerai pas. Parce qu'évidemment, le mieux, c'est de le lire ou de le relire. Moi, c'est un livre que je relis une fois par an, je l'avoue. Une fois par an, je ne sais pas combien d'exemplaires. Une fois par an, je ne sais pas combien d'exemplaires. Heureusement qu'il est en folio, en collection de poche, et qu'on peut l'avoir facilement et l'annoter, l'oublier, le perdre et le reprendre. Parce que la consommation que je fais de l'étrange défaite est considérable. Une citation. Dans la partie ironique, il y a beaucoup d'ironie, douloureuse parfois. Souvent, il y a beaucoup d'ironie dans le texte de Marc Bloch. Il a écrit au début de son livre: une singulière loi historique semble régler les rapports des États avec leurs chefs militaires. Victorieux, ceux-ci sont presque toujours tenus à l'écart du pouvoir. Vaincus, ils le reçoivent des mains du pays qui n'ont pas su faire triompher. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Évidemment, nous, indépendantistes, si il y a cette question-là de l'étrange défaite, nous craignons par-dessus tout la défaite de trop, celle qui va faire que le rêve va définitivement se dissiper, que toute cette résistance-là, organisée depuis... Bonjour. Et que toute cette résistance-là organisée, que nous avons organisée, que nous continuons d'organiser depuis 2 siècles maintenant, eh bien, s'évapore et s'oublie dans les méandres de l'histoire ou colligé dans un ou l'autre de ces livres que l'on retrouve dans les rayonnages. Merci, portez-vous bien. Demain, je vous parle
une autre petite anecdote, comment les inconscients collectifs des bibliothèques peuvent communiquer. Merci, bonne journée.